au retour d'un véritable trafic des êtres humains dans des proportions extrêmement importantes. Par ailleurs, c'est un des effets pervers, si j'ose dire, du durcissement des politiques publiques de l'Union européenne en général et de la France en particulier. Le coût des passages, évidemment, augmente en rapport avec les difficultés juridiques et policières qu'il s'agit de surmonter. Et les passeurs, là aussi, indexent, si je puis dire, les services qu'ils procurent sur les risques pris par les migrants. Ressources financières, donc, ressources sociales, puisqu'il faut mobiliser, pour le dire en ces termes, une sorte de capital social, c'est-à-dire des connaissances dans les pays vers lesquels ceux qui décident de partir se dirigent, et évidemment aussi dans les pays traversés. Et enfin, des ressources affectives, puisque pour le dire en ces termes, s'exiler a un coût humain, souvent exorbitant, puisque les personnes qui partent, quels que soient les motifs d'ailleurs de leur départ, que ce départ soit un motif économique ou un motif lié aux persécutions inscrites dans la Convention de Genève sur les réfugiés, ces personnes savent qu'elles laissent des proches, femmes, maris, enfants, amis, pour parfois de très très longues années. Et que l'ensemble de ces décisions, évidemment, ne relève pas d'une sorte de caprice, mais suppose toute une série de conditions significatives. Deux possibilités, en effet, c'est la dernière page, deux possibilités, en effet, soit ces personnes sont régularisées, en ce qui concerne les migrants dits économiques, soit pour les réfugiés, ils obtiennent effectivement le statut de réfugié. Et dès lors qu'ils obtiennent le statut de réfugié, ils peuvent voyager librement partout dans le monde, sauf dans leur pays d'origine. Et ils peuvent faire venir leurs proches, à ceci près que ce que nous appelons le regroupement familial peut prendre, pour des raisons politiques, juridiques et administratives, de très très longues années. Et c'est évidemment pas, encore une fois, des décisions qui sont prises comme ça et qui permet aussi donc de comprendre pourquoi nombre de migrants et de réfugiés partent d'abord dans des pays limitrophes parce qu'ils parlent la langue et en maîtrisent souvent les codes culturels et religieux. Enfin, migrer, quelles qu'en soient les raisons, est extrêmement dangereux pour son intégrité physique et psychologique, puisque nombre de migrants, en particulier les femmes, mais non exclusivement elles, sont victimes de violences sexuelles, d'exploitation sexuelle et de trafic des êtres humains. Périples souvent mortels, comme le prouve le nombre de morts en Méditerranée. Plus de 6 000 pour la seule année 2018, 25 000 morts depuis une vingtaine d'années donc. Conséquence, contrairement à nombre d'idées reçues, ce ne sont pas les plus pauvres qui quittent leur pays, mais celles et ceux qui, dans leur pays d'origine, appartiendraient à ce qu'on pourrait qualifier, au fond,
les classes moyennes, inférieures, voire même supérieures, et donc un certain nombre aussi de personnes qualifiées et diplômées. Deux chiffres en témoignent. Moins de 1% des personnes nées en Afrique subsaharienne vivent en Europe, ce qui est une proportion dérisoire, et 70% des Africains d'Afrique de l'Ouest résident dans cette même zone et donc souvent dans des États limitrophes pour des raisons, encore une fois, de coûts financiers, de coûts personnels et pour des raisons aussi liées à la maîtrise de la langue ou la maîtrise des langues des pays voisins. Quant à l'Union européenne, elle n'accueille qu'un réfugié sur 8 dans le monde, ce qui confirme que l'écrasante majorité de ces réfugiés demeurent effectivement dans des pays du Sud. Et plus généralement, 97% des êtres humains vivent toujours dans leur pays d'origine, sauf évidemment cas particuliers de guerres civiles et de guerres étrangères, de massacres de masse et de génocide. L'émigration demeure à l'échelle mondiale, somme toute, assez marginale. En ce qui concerne les étrangers et la situation au sein de l'Union européenne, la situation est assez contrastée, comme vous pouvez le voir à travers les chiffres, puisqu'il y a en Europe des pays qui sont plutôt des pays d'émigration intra-européenne, comme la Pologne et la Roumanie, où la proportion d'étrangers non européens ou européens est très faible. Là où mais c'est un cas aussi au sein de l'UE marginal, le cas de Luxembourg qui connaît une proportion significative d'étrangers, mais dont la majorité d'entre eux sont originaires de l'Europe. Ce qui provoque aujourd'hui en Europe, hormis les cas particuliers, les salons conjoncturels de l'Allemagne qui a ouvert ses portes, comme on dit, aux réfugiés syriens, plus d'1 million. Ce qui prévaut donc aujourd'hui en Europe, ce n'est pas une politique d'accueil, mais ce que nous sommes un certain nombre à qualifier de véritable politique de l'inhospitalité, ce que nous sommes aussi un certain nombre à qualifier d'avènement d'une xénophobie d'État, non pas seulement désormais en France, mais dans un certain nombre d'autres États de l'Union européenne, avec la mise en place et le développement très significatif des camps pour étrangers en situation irrégulière. Et pour ce qui est de la France, à la suite des élections présidentielles en 2007, la mise en place pour la première fois dans l'histoire de la France contemporaine d'un ministère donc de l'immigration, de l'intégration et de l'identité nationale, dont l'existence a été relativement éphémère puisque ce ministère disparaît en 2009, mais la disparition du dit ministère n'entraîne pas la disparition des politiques publiques en matière d'immigration qui, pour l'essentiel, et notamment en France, ont été maintenues. Politique de l'inhospitalité, xénophobie d'État, ce dont témoigne le sort indigne réservé aux migrants et aux demandeurs d'asile qui passent parfois des mois, voire des années dans des bidonvilles, et notamment dans ce qu'il est convenu d'appeler la jungle de Calais, à Calais, parce qu'un nombre significatif d'entre eux souhaitent, pour des raisons parfois linguistiques, pour des raisons liées au fait qu'ils connaissent des proches en Grande-Bretagne, donc franchir la Manche et gagner donc ce pays. Et rappeler que là aussi, là encore, considérer que ceux-là ont été au fond soumis à des traitements indignes ne relève pas simplement d'une caractérisation liée à des prises de position politiques, mais a été également constaté par le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, lequel écrivait en novembre de cette année que ces demandeurs d'asile ont été, et migrants plus généralement, ont été soumis, je cite, à des conditions de vie
inhumaines, laissés sans abri, sans nourriture, sans accès à des soins médicaux et sans soutien psychologique, psychosocial, non pas exactement est-il précisé par le Haut-Commissariat, par la faute des autorités françaises et britanniques, qui, comme le rappelle le Haut-Commissariat, ne se sont pas montrés, je cite encore, à la hauteur de leurs obligations. S'agit-il de manquements? Pour ma part et pour beaucoup d'autres, nous considérons qu'il ne s'agit pas de manquement, comme pourrait le laisser entendre le Haut-Commissariat aux réfugiés, mais qu'il s'agit bien de la mise en œuvre d'une véritable politique. Ce que confirme, pour ce qui est de la France, l'augmentation très importante du nombre de personnes, familles et dans certains cas enfants, placés dans des centres de rétention administrative, plus précisément dans ce qu'il faut appeler et dans ce que nous sommes un certain nombre à appeler, et ce qui est désormais de plus en plus admis, dans des camps pour étrangers. Les chiffres en témoignent, et rappeler que la France a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme dans des dossiers relatifs donc à ces placements en centre de rétention. Concernant notamment, non pas seulement des adultes, mais parfois des mineurs isolés, dont la condition de mineur isolé devrait appeler une immédiate protection par les autorités françaises, mais qui dans certains cas non seulement ne sont pas protégés, mais sont menacés d'expulsion dans leur pays d'origine. La France, là aussi, contrairement à la grande mythologie nationale républicaine, étant comparativement aux autres États de l'Union européenne, non pas ce grand pays terre d'accueil, puisque la France n'occupe que le 14e rang en ce qui concerne le nombre de réfugiés rapportés à la population totale, et le 25e pour le taux de reconnaissance du statut de réfugié. Et je lisais récemment dans un rapport d'Amnesty International que l'actuel gouvernement français est, au regard des politiques publiques allant au droit et à l'encontre des réfugiés, en tête de l'Union européenne pour le nombre de personnes placées en rétention administrative. Et que cette politique de l'inhospitalité, cette xénophobie d'État qui évidemment ne dit pas son nom, est désormais très communément appliquée par différents gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, dans certains cas, ou prétendument tels. Et encore une fois, ces politiques ont débouché non pas seulement sur la multiplication des camps en France ou au sein de l'Union européenne, mais également sur la multiplication des camps dans les États limitrophes, à l'Est, la Turquie notamment, et dans les États de la rive sud de la Méditerranée, Algérie, Tunisie, Maroc, dans le cadre de ce que nous avons été un certain nombre à appeler l'externalisation des camps. Globalement, la volonté étant la suivante, de faire assumer par ces États, Maroc, Algérie, Tunisie, voire même Libye, des tâches de police et de contrôle des migrants en provenance d'Afrique subsaharienne. L'ensemble de ces phénomènes étant maintenant parfaitement documentés
notamment par ce très important réseau de chercheurs et de militants associatifs qui s'appelle le réseau Migre Europe, qui documente de façon très précise les pratiques des États de l'UE et des États limitrophes, et qui a montré que le nombre de camps pour étrangers s'élève désormais à 420 dans cette zone-là de l'Europe et dans les pourtours de ces États, ce qui est évidemment extrêmement important. Et j'en finirai sur ce point. Si vous avez besoin de l'aide pour traduire, je suis là. Ah, merci infiniment. Ça vous aidera à établir un peu de communication. Merci beaucoup. Sinon, on vous laisse tout seul parler.我在这就可以了。对，我刚才提议说让方卫松先生他如果有自由要说一点什么，我可以帮你翻译一下，不然的话来一趟可惜。对，你要不要坐他那个旁边啊？让那个高跟坐过来。不用了，其实不是因为他也牵涉到那个 different 的那个 population, so that concerns him very much. Gotten, you can come over here. Easier to talk. So, who has questions, objections, remarks, whatever?那我来问好了啊，我先简单讲一下我在中文给大家讲的这个基本意思，就是其实他今天黄明忠先生讲的呢，我是听到一个算是整理了一下这个现在目前在法国的这个移民的一个状况。那我看起来呢，他对这个状况，对这个尤其是政策也好，或者是相关的论述也好，是很不满。那我比较好奇的是，他做完这样一个状况的描述以后，他是怎么判断的？好，那我问一下。votre exposé. Can you say it in English? Sorry. Two of our people will not understand. Oui, en anglais, il va comprendre. Oui. Il va comprendre en anglais et les Je vais répondre en français sans oui, mais si vous posez la question en anglais, nos amis comprendront et Olivier comprendra aussi. Oh, I'm sorry. Well, I just said that, well, this is can I say, an état de lieu that you have made for the problem of immigration, historical and contemporary one, but which is a quite alarming one or depressing one, I should say, as I can feel in your presentation. So, what's the purpose of this observation? If it is to respond just respond to other version of this situation, or it's well, of course, it's a kind of critical position as a French intellectual towards the government, towards some so-called leading intellectuals. But I just see that you have made this observation and then what? 可以哈，这样。Alors, tout d'abord préciser que le débat ne pose pas simplement des intellectuels ou des chercheurs aux politiques publiques menées par les gouvernements de droite comme de gauche, et que, hélas, la situation de ce point de vue-là s'est considérablement détériorée
de mon point de vue, puisque un nombre significatif d'intellectuels, de professeurs d'université, d'universitaires, de médias également, de partis politiques et de responsables politiques, désormais estiment qu'effectivement pèse sur la France une menace particulièrement importante qui s'incarne plus spécifiquement dans, au fond, la personne, si j'ose dire, du migrant d'une part et plus spécifiquement encore du migrant musulman. Vous voulez que je traduise en anglais, du coup, c'est ça? C'est mieux, oui, parce qu'il y en a Well, deux that's qui ne vont quite- pas comprendre, sinon il y en a deux qui comprennent pas. il y en a qui... mais même有人不懂中文是吗？对对对对，我们有好了，je m'attendais pas à ça. Bon, Non, c'est pas ça. Si tu peux essayer de répondre en anglais, c'est mieux. 你对英文不是吧？我可以，我可以。好，那就 Well, I just summarize. So the debate nowadays in France is not just between the intellectuals on the government policies. As Mr. Granison observed it, the situation getting worse and worse because a lot of intellectuals, media, and politicians now accept this thesis, this theory, and which is concentrated and putting their focus on the migrant, especially the Muslim migrant. Oui, alors spécialement les migrants musulmans, dans le cadre de ce que on peut et on doit, me semble-t-il, qualifier de l'avènement d'une islamophobie à la fois élitaire et en partie populaire, et si je puis dire d'autant plus populaire qu'elle est élitaire, avec la réactivation de toute une série de représentations négatives des musulmans, pensées pour des raisons principalement religieuses, évidemment, comme présentant une menace très importante pour l'unité de la République, pour la laïcité et pour la condition des femmes. Well, this kind of new Muslim phobia and in its elitist and popular form are just spreading a kind of representation to make the Muslims as a kind of threat to the unity, to the Republican unity, to the freedom of religious freedom, and for the women's condition And the secular state. and security And the secular state. The secular is state, secular. of course, a secular state, Secular. of course. So it's your duty to alarm the public about this kind of danger. Is that? Tout d'abord, si je puis dire, notre devoir en tant qu'universitaire, c'est d'abord d'essayer de penser, d'analyser le phénomène et évidemment, fort de ces analyses, de chercher à peser, mais sans avoir beaucoup d'illusions, eu égard au contexte politique et social français, sur ces politiques publiques, sachant que relativement à la place de l'islam dans la société française, y compris un certain nombre d'organisations de gauche, voire d'organisations de la gauche radicale, partagent un certain nombre de ces représentations hostiles aux musulmans pour des raisons qui sont, entre autres,
liées à la condition des femmes et à la défense de ce qui en France est quelque chose qui occupe une place centrale dans l'imaginaire, entre autres historique et politique, qui est évidemment la défense de la laïcité. Well, it's the duty for the intellectuals to think, to analyze the phenomena, and try to wait in the public debate without, of course, any illusion, but still facing the urgency, because this kind of hostile attitude towards Islam is quite generally shared between even among the leftists or even the extreme leftists, and especially with a lot of concerns about the women condition, and one of the most important value as to the French society, which is the secular state. Un exemple de cette islamophobie élitaire et qui se transforme en projet politique et juridique. Très récemment, des sénateurs ont déposé un amendement tendant à interdire aux femmes musulmanes, qu'elles soient françaises ou étrangères, dès lors qu'elles portent un voile, d'accompagner les sorties scolaires des enfants au motif de la défense de la laïcité. Well, one example of this tendency, and in its elitist translation in the judiciary and legislative way, is that recently the Senate, so some senators in France have proposed an amendment of law trying to forbid the women, the Muslim women, who are wearing a scarf, prevent them to the school to take back their children, for example, to accompany their children even in the school. No, it's not exactly like that. Yes. It's when, school children with their teachers sometimes have to go, let's say, for visiting something, or maybe for making sports. So extra scholar. Yes, extra activities. Parents are supposed to accompany, Okay, go that's with them. why. So this is the point, forbidding to Muslim mothers or pupils Wearing to scarf. go with the class just because they wear Okay. a scarf. So this is the point. Thank you. Oui, et en précisant effectivement, c'est très important que cette interdiction défendue par un nombre significatif de personnalités politiques ne concerne pas des fonctionnaires français, ne concerne pas des institutions publiques françaises, mais concerne des personnes privées, mères d'enfants, dans le cadre d'activités qui sont, comme ça a été rappelé, extrascolaires. So we should say precisely that this prohibition is not does not concern the public servants who have some duty towards the secular state, but private person and mothers accompanying their children in the extrascholar activities. Bon. Question. One is concerning this discourse of great replacement of last month. So this discourse presumes there's no identity or unity or
non-mixed identity of the French people. And the discourse is to prevent this French population to be mixed or invaded by the Islam population. But of course, this myth or this assumption, work assumption is very erroneous. My question actually was that whether there's a clear historical analysis or discourse of how this French